Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 5 de Sans filtre, cette fois-ci consacré au thème de conduire un entretien d'embauche. Donc tout d'abord, excellente année 2021 à vous, on le mérite, elle sera bonne, je suis sûr qu'on va s'éclater. Voilà, ça c'est dit. Dans cet épisode, donc, nous allons voir comment conduire efficacement un entretien et sans plus attendre, je vais vous partager tous mes trucs et astuces qui, j'espère, vous plairont. N'hésitez surtout pas à me donner vos commentaires, vos feedbacks dans les commentaires, ça m'intéresse grandement. Alors tout d'abord, conduire un entretien, ça commence avant l'entretien, c'est-à-dire que le point extrêmement important, c'est qu'on n'arrive pas à l'heure, on arrive en avance. Ça, j'y tiens, je le souligne, vous pouvez le souligner 2 fois, 3 fois, 4 fois, prenez votre temps, soyez à l'aise et arrivez en avance. Pourquoi ? Parce que concrètement, déjà, vous allez arriver avec un quart d'heure d'avance par exemple, vous allez pouvoir vous signaler à l'accueil, montrer que vous êtes en avance, donc forcément que vous êtes une personne motivée, une personne dynamique, une personne organisée. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc que vous avez annoncé votre arrivée, que vous avez récupéré votre petit badge et qu'on vous a poliment demandé d'attendre à l'accueil, vous allez pouvoir palper l'ambiance. Et ça, c'est super important parce que vous n'aurez pas souvent l'occasion d'être dans une boîte sans en être salarié. Donc le regard que vous allez avoir est totalement extérieur. C'est-à-dire que c'est probablement la seule fois, ou les 2 ou 3 seules fois, s'il y a d'autres entretiens dans la boîte, où vous allez pouvoir voir un lieu sans y appartenir. Parce qu'une fois que vous allez commencer à travailler, finalement vous allez le voir totalement différent. Vous allez totalement différemment. Ce sera le lieu dans lequel vous allez rentrer plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Vous ferez même plus attention aux détails. Vous en aurez peut-être marre. Vous trouverez ça moche. Vous serez débordé de travail, etc., etc. Donc ces moments d'attention précise sur un lieu qui ne vous est pas familier et dans lequel vous n'avez pas de lien, c'est super rare. Donc vous allez vraiment pouvoir palper l'ambiance et remarquer les détails d'une manière avec un œil neuf et d'une manière qui est totalement différente de celle dont les gens, les salariés, les gens sur le lieu de travail le font. Donc cette manière-là, ce point de vue, ça va vous permettre en fait d'accumuler des informations pendant votre petit quart d'heure et de trouver ce que j'appelle un icebreaker. Un icebreaker, c'est quoi ? C'est quand le quart d'heure sera passé ou les 10 minutes seront passées et que la personne va descendre ou on va vous faire monter, mais bref, que vous allez rencontrer cette personne, que vous allez la voir en face de vous, et que vous allez vous apprêter à lui faire que vous allez avoir un contact visuel et que vous allez lui apprêter à serrer la main. Enfin, je sais même pas si on serre encore la main avec le Covid, mais en tout cas qu'il va y avoir un premier contact. Ce qui va être intéressant, c'est que tout de suite, vous allez avoir une information à lui donner, et une information qui sera plus intéressante que la météo, le temps de trajet, ou des trucs moins banals que la météo ou le temps de trajet. Par exemple, ça sera ah oui, j'ai vu que dans l'entrée, vous avez une photo du site il y a 150 ans, c'est très intéressant, ça a beaucoup évolué. Voilà, c'est un peu moins banal que de parler de la météo. Vous avez compris qu'il y avait une photo dans l'entrée sur le site. Ou vous avez peut-être vu une campagne de publicité pour un dernier produit. Et vous allez voir dire, ah, vous faites la pub sur ce produit-là, ah oui, j'ai vu effectivement, c'est le produit qui a été lancé il y a 6 mois, j'ai lu ça sur Internet. Tout de suite, vous allez pouvoir montrer que vous avez pigé, premièrement, l'endroit où vous êtes. Donc à l'accueil, vous avez vu des choses que pas forcément d'autres candidats ont vues. Et en plus, que vous avez fait vos recherches et que vous avez reconnu ce dont il s'agissait, parce que voilà, c'est une campagne produit, c'est un nouveau site, etc., etc., etc. Donc c'est super important de bien regarder autour de soi et donc d'arriver en avance pour avoir le temps de bien regarder autour de soi à l'accueil quand on attend. Alors bien sûr, effectivement, si vous faites un entretien à distance, c'est mort. Voilà, il va falloir trouver autre chose. Mais pour les entretiens sur site, en tout cas, c'est valide. Et enfin, un dernier point, donc en termes de préparation, donc avant l'arrivée, si par exemple vous avez eu un gros temps de trajet, et que vous n'avez pas parlé pendant longtemps. Moi, c'est mon cas, par exemple, je faisais beaucoup d'entretiens d'embauche en moto, donc je faisais des trajets en moto et j'arrivais sur le lieu et j'avais froid et j'avais la gorge sèche et j'avais pas parlé depuis longtemps. Et en fait, je faisais un truc totalement bête mais facile. J'appelais quelqu'un pendant mes 5 dernières minutes, quelqu'un, ça pouvait être n'importe qui, à qui vous avez besoin de parler parce que vous avez oublié qu'il fallait vous dire quelque chose. Donc je sais pas moi, préparer des vacances avec quelqu'un, confirmer un restaurant le soir, des courses, un meeting, n'importe quoi. Vous appelez et vous vous mettez dans une dynamique d'échange. Plutôt que de partir de froidement où vous aurez été isolé pendant votre temps de trajet et donc du coup vous n'aurez pas eu d'interaction sociale. Là, en fait, juste avant le premier contact visuel avec la personne avec qui vous allez avoir l'entretien, tout de suite, vous serez dans une dynamique d'échange parce que justement, vous sortez d'un échange. Et en plus, l'astuce, c'est que la personne n'est pas au courant.
parce qu'elle vous a pas vu passer ce coup de fil. Donc ça c'est génial, elle pense que vous êtes quelqu'un de super sociable, super dynamique et tout, et en fait vous êtes juste relancé sur la rampe de l'échange via un simple coup de téléphone. Voilà, donc au final, arrivez en avance pour vous imprégner du lieu, trouvez un icebreaker, et en plus si vous avez le temps, chauffez-vous la voix si vous en avez besoin, comme ça vous êtes sûr que ça partira, que l'entretien partira dans des bonnes conditions. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, voilà, vous êtes dans l'ascenseur avec la personne, vous arrivez, on vous conduit dans une salle, la salle d'entretien, etc. Vous vous asseyez. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bon, normalement, la personne en face de vous va vous faire un petit topo du genre, on a 3 quarts d'heure. D'abord, vous allez me parler de vous, après je vous parle du poste, et ensuite on pose les questions. Voilà, donc quelque chose comme ça, pas forcément dans cet ordre-là, mais normalement, la personne en face de vous, votre interlocuteur, va vous donner une prévision de ce qui va se passer. Si ce n'est pas le cas, vous le demandez. On le demande. Donc on a combien de temps? Voilà, comment ça va se passer? Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est que ça déborde, que ça soit mal géré, mal organisé, et que vous n'ayez pas le temps de tout comprendre, pas le temps de tout entendre, ou pas le temps de tout dire. Donc vous prenez l'initiative si la personne en face de vous ne le fait pas. Et non seulement ça sera bénéfique pour l'entretien, mais c'est encore une fois bénéfique pour votre apparence, parce que ça montre que vous êtes quelqu'un de structuré et de motivé. Voilà, donc si une fois que ça s'est passé, donc soit la personne l'a fait pour vous, soit vous l'avez demandé, vous devez avoir l'heure en évidence. C'est important de monitorer son temps, de piloter son temps pour pas déborder, et encore une fois dans les apparences pour montrer que vous êtes quelqu'un de structuré. Vous pouvez ne pas monitorer votre temps après dans votre travail au quotidien, etc. Ça je m'en fiche, mais là faites l'effort de montrer que vous avez votre téléphone à côté de vous. Il y a une horloge dans la salle, vous avez une montre, peu importe, mais qu'en tout cas vous êtes capable de gérer votre temps. Ça aussi, ça fera un petit effet waouh pour votre interlocuteur qui verra que vous êtes structuré. Et ensuite, mettez-vous à l'aise, quoi. Donc mettez-vous à l'aise, c'est, écoutez, désolé, là j'aurais besoin d'un petit verre d'eau ou j'ai besoin d'aller me laver les mains. Mettez-vous à l'aise, quoi. Il y a rien de pire qu'un entretien d'embauche où on n'est pas à l'aise parce qu'on n'est pas nous-mêmes et donc on donne une image à la personne en face de nous qui est pas celle qu'on veut donner. Donc si vous avez besoin d'aller aux chiottes, si vous avez besoin de boire un verre d'eau, allez-y, quoi. Franchement, d'ailleurs, normalement, les gens le demandent spontanément, mais voilà, mettez-vous à l'aise. Et enfin, vous sortez votre outil bloc-notes magique, donc qui est, comme vous l'avez vu, vous l'avez constaté, vous l'avez compris dans les anciennes vidéos, dans les vidéos précédentes, pardon, un best-of de tout ce que vous avez fait. Donc vous sortez votre bloc-notes et votre stylo, vous ouvrez votre bloc-notes à la page correspondant à cet entretien, avec le tableau que vous avez recopié avec toutes vos questions et vos points d'attention, ou le tableau que vous avez imprimé. Et là, normalement, le recruteur, il comprend qu'il a affaire à quelqu'un qui n'est pas là pour déconner, qui n'est pas là pour poser du lino. Voilà, normalement, là, le recruteur, il comprend, ou la personne en face de vous comprend que vous n'êtes pas un gugus, quoi. Donc ça, c'est important. Voilà, une fois que vous avez fait ça, du coup, finalement, vous allez être tributaire de l'ordre qui vous a été proposé. Donc, soit vous allez d'abord parler de vous, soit ensuite, on va vous parler du poste, etc., etc. Donc là, moi, j'ai choisi d'abord de commencer par des points sur présenter nos expériences à nous, mais encore une fois, ça peut être l'inverse. En tout cas, peu importe que vous commenciez par vous présenter ou qu'on vous présente le poste d'abord, dans tous les cas, il faut être pédagogue. C'est-à-dire que ce que vous devez expliquer, les expériences que vous devez les expliquer à quelqu'un, qui n'y connaît rien. Vous devez présupposer que la personne en face de vous n'y connaît rien. Elle n'y connaît rien pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas évolué dans vos organisations et qu'elle n'a pas évolué dans votre tête. Donc même si elle porte le même titre que vous, je sais pas moi, vous êtes, on va dire, qu'est-ce que vous pouvez être? Vous êtes assureur et la personne en face de vous est assureur aussi. Et vous allez lui parler de manière pédagogique parce que peut-être que votre assurance et son assurance, c'est pas du tout la même. Pareil si vous êtes postier, pareil si vous êtes facteur, pareil si vous êtes traiteur, pareil si vous êtes boulanger, pareil si vous êtes un cadre administratif. L'environnement n'est pas le même en fonction des boîtes, donc soyez pédagogue et expliquez bien ce que vous faisiez. Et si jamais c'est trop lent ou si jamais c'est trop détaillé, vous pouvez vous arrêter, demander à la personne si effectivement vous rentrez dans trop de détails, et la personne elle vous recadrera gentiment. Les gens ils sont très bien capables de vous dire là vous êtes trop détaillé ou là vous êtes pas assez détaillé. Mais en tout cas le fait que vous montriez que vous soyez pédagogue et que vous rentriez dans le détail, ça montre que vous comprenez ce que vous faites, ce que vous avez fait dans vos expériences passées, et que en plus vous êtes capable de l'expliquer et donc de le transmettre. Donc ça c'est vraiment des gros points avec des grosses valeurs ajoutées. Voilà. D'ailleurs en parlant de valeurs ajoutées, quand vous expliquez vos expériences, c'est ce qu'on disait aussi dans la rédaction du CV, il faut que vous arriviez à expliquer votre CV comme vous l'avez écrit, c'est-à-dire que vous avez eu 3 jobs et à chaque fois vous avez fait des choses différentes, donc il y a une valeur ajoutée distincte. Vous avez appris des nouvelles choses, vous avez fait face à de nouveaux challenges,
vous avez accompli de nouvelles tâches. Ça, normalement, c'est pas compliqué parce que vous l'avez déjà fait dans le CV, mais il faut pas perdre ça de vue. Et pareil pour les transitions que vous avez bossé dans la douche quand vous rédigez votre CV, il faut que vous les ayez à l'esprit. Donc si vous avez bossé votre CV il y a 2 mois et qu'il y a eu 2 mois qui sont séparés la rédaction du CV du premier entretien, il faut vraiment avoir les transitions en tête. Voilà. Donc ça c'est pour couvrir l'aspect où vous allez vous présenter, encore une fois, pédagogue, vous vous mettez en avant, sans trop dire que vous avez révolutionné le monde, hein, on est humble, etc. Mais voilà, pédagogue, valeur ajoutée, clarté, et ça normalement ça va bien se passer. Si la personne vous arrête pour vous demander des précisions, vous reformulez. Encore une fois, à partir du moment où vous connaissez votre sujet, il n'y a aucun piège sur cette partie. Ensuite, ce que j'ai appelé les questions à la con. Donc 3 défauts, 3 qualités, etc. Moi, personnellement, mon point de vue, je n'aime pas ces questions. Donc, j'y réponds toujours de la même manière, je pense ces questions-là. Donc 3 défauts, ce que je dis toujours, c'est je suis trop, mais avec un adjectif qui a tendance à m'améliorer. Je suis trop impliqué dans mon travail. Voilà, genre dire je travaille trop. Donc c'est un faux défaut. Ou alors je suis trop, on va dire, trop bosseur, ou trop, je sais pas, trop... je vais trop dans les détails, ce qui dit que vous aimez bien rentrer dans les détails. Mais en même temps, je suis capable de beaucoup trop bosser pour synthétiser. Donc voilà, grosso modo, il faut vraiment que vous tourniez un adjectif mélioratif en trop pour que ça soit pas quelque chose de comment dire, vous y répondiez de manière standard et qu'on vous juge pas là-dessus. Parce que je trouve que ce qui est dommage dans ces questions de 3 défauts, 3 qualités, c'est que les défauts et les qualités sont, pour moi, inscrits dans un environnement qui est de votre environnement de travail et que en fait, votre personnalité va évoluer dans un autre environnement de travail et donc que les défauts et les qualités vont évoluer aussi. Il y a une contextualisation des défauts et des qualités. Donc ça, vous pouvez pas le dire en entretien, on va pas rentrer sur un sujet de philo, sur l'environnement et comment ça nous impacte personnellement. Mais du coup, c'est pour ça que ces défauts-qualités sont un petit peu pour moi des questions à la con. Ouais. Donc sortez-vous des 3 défauts avec je suis trop dans le détail, trop impliqué et parfois trop gentil, par exemple. 3 qualités, vous dites par contre là vous êtes honnête sur vos qualités. Et puis de toute façon ça se voit, les qualités ça se voit beaucoup plus facilement que les défauts sur les gens dans l'entretien d'embauche. Donc pour les qualités c'est un peu facile de répondre, hein, c'est une non-question, vous soyez juste honnête. Et pareil sur la question où vous voyez dans X années. Alors là c'est simple, hein. Soit vous avez une idée précise, mais si vous en avez pas, vous pouvez juste dire que vous voulez gagner en seniorité dans votre branche, et que gagner en seniorité dans sa branche, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir plus de périmètre, plus de responsabilités, peut-être plus de tâches managériales, etc., etc. Et aussi enfin sur le où vous voyez-vous dans X années, ce qui est intéressant de dire en préambule, c'est quand même de dire, écoutez, on est dans un environnement très perturbé, très turbulent, avec toutes les histoires du Covid, puis le fait qu'on est dans un environnement qui évolue très vite, c'est quand même assez dur d'avoir une trajectoire précise en tête. Néanmoins, je pense que je voudrais évoluer dans ma branche, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie qui est liée à notre présentation, notre pitch et premier jet de questions qui peut arriver de la part de la personne en face de nous. Ensuite, pour moi, arrive la partie où une fois qu'on vous a présenté le job, donc encore une fois, cette partie de présentation du job, soit ça vient en premier, soit ça vient en second, partie d'entretien, mais ça viendra forcément à un moment, il faut bien noter. Donc vous allez bien noter tout ce qu'on vous dit sur le job. Hein. Notez trop, notez des pages, on s'en fiche, il faut vraiment que vous notiez tout. Pourquoi? Parce que déjà, 1, vous l'aurez quand vous partirez de l'entretien, et puis 2, le fait de noter, ça valorise ce que votre interlocuteur il dit. Voilà, faites un test bête. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui note pas et quelqu'un qui note, vous allez quand même sentir que quand la personne elle note, c'est genre, ouais, purée, ce que je dis, ça a l'air d'être vachement intéressant, c'est vachement bien pour que la personne elle prenne des notes. Donc, c'est doublement gagnant, pour vous et pour la personne en face. Une fois que vous avez tout noté, qu'on vous a présenté le poste, là, vous posez vos questions. Donc, vous pouvez mettre en parallèle ce qu'on vient de vous dire. Donc, par exemple, vous allez avoir sur une page de droite dans votre bloc-notes, on vous aura donné un truc qui dit par exemple que la direction marketing est en charge des nouveaux produits, clac. Et à gauche, vous allez avoir dans votre page de questions, ah bah tiens, lancement des nouveaux produits, j'ai lu que vous avez lancé le produit Tartampion, ah bah justement, est-ce que c'est vous qui l'avez lancé? Et alors là, c'est pareil, c'est jackpot pour votre interlocuteur. Non seulement vous venez d'assimiler l'information en live qu'il vous a donnée, mais en plus vous faites le lien par rapport à un article que vous avez lu il y a 3 mois sur internet, et vous êtes capable de faire le lien en live. Ça, le mec, il comprend que ça carbure dans votre cerveau, il comprend que ça tilte, et à nouveau, il comprend que vous n'êtes pas là en train de lui faire perdre son temps. Donc,
vous posez à chaque fois des questions comme ça. Voilà. Pareil, si vous avez des questions sur le poste, vous pouvez dire, ah oui, alors votre direction marketing, vous me dites qu'elle est rattachée, je sais pas moi, elle est rattachée au marketing produit. Mais alors du coup, est-ce que vous avez un service marketing marque ou est-ce que vous avez un service marketing institutionnel? J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur les organigrammes, est-ce que vous pouvez m'expliquer, etc. Et généralement, la personne en face de vous sera très intéressée pour vous expliquer et vous donner des informations. Et je peux vous garantir, mettre ma main à couper, que quand vous posez des questions sur les organisations et sur les organigrammes, 99% du temps, la réponse c'est ah oui, c'est compliqué, c'est en plein changement, mais voici à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc du coup, forcément, ça marchera comme question parce qu'il y aura forcément une réponse et vous allez apprendre énormément d'informations. Donc ça, ça fait partie de ce que je mettais dans le deuxième point sur la clarté sur les points qui vous semblent bizarres. Donc pareil, tout ce qui vous semble bizarre sur le job, le positionnement, etc., demandez de la clarté. Vous avez une naïveté et vous avez une certaine candeur à arriver en entretien parce que vous faites pas partie de la boîte, donc vous n'êtes pas supposé savoir. Donc posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit et qui peuvent permettre non seulement de vous donner de la meilleure clarté pour savoir si le job vous correspond ou pas, mais en plus de vous faire valoir auprès de l'interlocuteur parce que l'interlocuteur il comprend que vous avez étudié votre sujet en amont énormément et qu'en plus vous êtes capable de faire le lien en live avec ce que vous avez noté. Donc cette phase-là, ça peut durer vraiment un quart d'heure, 20 minutes. Et moi j'ai tendance à dire que dans les entretiens les plus successful que j'ai eus, ça durait même 1 heure. C'est-à-dire que la personne, elle était énormément partageuse d'informations. Vous rebondissiez parce que vous étiez en train de comprendre une couche supplémentaire de réponses et vous rebondissiez par exemple en lui redemandant des précisions. Ok, au sein de votre direction marketing, il y a plusieurs départements. Ces départements, ils font quoi, etc. Et tout. Et vous faites parler la personne, quoi. Et ça vous intéresse, ça vous donne une petite tranche de vie, une petite tranche de l'entreprise. Et du coup, ça vous permet aussi d'avoir des informations un peu plus précises sur savoir si le job va vous plaire ou pas. Parce que c'est toujours pareil dans les entretiens d'embauche. Il y a une espèce d'asymétrie d'informations. La personne en face de vous, elle connaît beaucoup plus de choses et vous en connaissez moins. Donc voilà, le plus vous échangez sur vos questions, sur les points qui vous semblent bizarres, sur les points d'intention, et le plus vous êtes capable de raccrocher les wagons entre ce que vous avez étudié à la maison et ce que vous avez capté en live en prenant des notes, le mieux c'est. Et à l'inverse, moi j'ai tendance, pour avoir recruté des gens, j'ai tendance à penser que le moins les gens posent de questions et le moins les gens prennent de notes, le plus dur en fait sera l'intégration de la personne et c'est pas forcément le meilleur recrutement. Voilà, donc une fois que, toujours bien sûr, en ayant respecté le timing, vous vous rendez compte que ça fait 1 heure, 1 heure et demie que vous parlez et que vous avez un peu allègrement dépassé, mais que ça va parce que la personne n'est pas en retard, bref, que le timing vous convient, là vous pouvez demander quelles sont les prochaines étapes. Et encore une fois, il faut que ça soit clair. Les prochaines étapes, c'est vraiment quelque chose de tout à fait basique, quoi. C'est quand est-ce que vous allez me contacter? Est-ce que vous allez me faire un retour par mail? Est-ce que vous allez me faire un retour par téléphone? Est-ce que si c'est négatif, vous me contacterez quand même? Si c'est positif, est-ce que vous pouvez me dire avec quelle personne c'est? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes? Etc., etc. Et en fait, en fonction des réponses, ça vous donnera le temps de préparer la suite. Par exemple, si on vous dit, ah oui, bah, si c'est positif, mais je pense que ça le sera, déjà vous allez gratter une information, ah, déjà ok, on vous dit que ça le sera, donc c'est plutôt cool. Ça sera avec Jean-Michel Tartampion, bah, vous allez pouvoir googler Jean-Michel Tartampion, et vous allez voir sur son profil LinkedIn, vous allez voir son profil Facebook, vous allez faire un peu de recherche, vous allez voir ce qu'il aime et tout, et rebelote, ça vous permettra de repréparer votre entretien. Donc voilà, donc sur les next steps, sur les prochaines étapes, très clair, très factuel, avec qui, quand, comment, et sous quel délai, sous quelle forme j'aurai un retour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la conduite d'entretien. Je me rends compte que j'ai été un peu plus long que prévu et que c'était peut-être un tout petit peu plus bordélique, mais encore une fois, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Moi, j'ai passé énormément d'entretiens, donc je vous invite vraiment à être clair, droit dans vos bottes. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal si vous vous êtes préparé comme je vous l'ai suggéré dans les vidéos précédentes. Et vous pouvez toujours tomber sur un mauvais coucheur. Vous pouvez toujours tomber aussi sur quelqu'un qui vous pose une question piège. Moi, par exemple, on m'a déjà posé des questions pièges du genre, est-ce que vous savez faire ci? J'ai fait non. Et on m'a dit, mais alors qu'est-ce que vous faites là? Je lui ai dit, écoutez, j'ai 10 ans d'expérience dans mon domaine, on m'a jamais demandé de faire ça. Donc, bref... ça m'a a priori pas posé de problème pour évoluer pour l'instant. Il faut pas se démonter, quoi. C'est ça mon point. Il faut pas se démonter. Il y a des gens qui vont peut-être chercher à vous casser. Ça va jamais être la majorité des gens. Ça peut être peut-être 10%, 15% des gens grand maximum. Même plutôt 5 à 10%. Mais si jamais vous avez la malchance de tomber là-dessus, il faut surtout pas se décomposer. Il faut rester droit dans ses bottes. Il faut connaître sa valeur, savoir ce qu'on vaut. Et que si la personne en face de vous, elle vous juge limite de manière
méchante, et ben c'est pas grave, c'est son problème, c'est sa philosophie, et puis c'est que le job et l'organisation n'étaient pas faits pour vous. Voilà, mais c'est certainement pas vous qui devez vous remettre en question et qui devez vous sentir mal à la sortie de l'entretien. Voilà. Par contre, c'est sûr que si vous avez des lacunes dans votre travail et que vous n'avez pas suffisamment préparé et qu'on vous coince sur des questions pièges qui sont fondamentales, là c'est une autre paire de manches. Là, c'est sûr que vous devez effectivement retravailler vos basiques, retravailler vos fondamentaux et faire un certain travail d'honnêteté intellectuelle entre ce que vous faites dans votre vie de tous les jours et ce que vous prétendez à faire en postulant à des jobs. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un autre épisode de Sans filtre qui sera cette fois-ci consacré à la négociation de son contrat de travail. Allez, salut!